Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, sujet sensible et sujet probablement le plus mal compris du fitness moderne ou de toute façon de la société en général, je pense. J'ai nommé la perte de gras. À force de simplifier la physiologie humaine en réel Instagram de moins d'1 minute, énormément de gens ne comprennent plus ce qui se passe réellement dans leur propre corps. D'un côté, on entend tout est question de déficit calorique. De l'autre, on entend si tu ne perds pas, c'est hormonal, tu n'y peux rien, ou pire, c'est ta génétique. Entre les deux, il y a des milliers de femmes qui ont l'impression de faire énormément d'efforts sans obtenir les résultats qu'elles espèrent. Elles mangent peu, elles ajoutent du cardio, elles s'entraînent 5, 6, voire même 7 fois par semaine, elles marchent 15, 20 000 pas par jour, elles enlèvent des aliments, elles se privent de manger ce qu'elles aiment et elles culpabilisent à la moindre sortie au resto. Malgré tous ces efforts et toute cette privation, elles stagnent, elles retiennent de l'eau, elles sont épuisées, elles dorment mal, elles ont faim tout le temps et elles pensent à la nourriture tout le temps. Et la relation au corps, on n'en parle même pas, c'est la cata. Alors forcément, beaucoup finissent par croire que leur métabolisme est cassé, que leurs hormones bloquent complètement leur perte de gras ou que leur corps stocke tout ce qu'elles mangent. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que la réalité est à la fois tellement plus simple, mais en même temps un peu plus complexe que ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Oui, le déficit calorique reste indispensable pour perdre du gras. On ne contourne pas les lois de la thermodynamique, c'est impossible. Mais non, le corps humain n'est pas une calculatrice mécanique. La perte de gras, c'est une interaction permanente entre physiologie, hormones, système nerveux, récupération et sommeil, masse musculaire, environnement, stress. Et tant qu'on réduit ça à mange moins et bouge plus, on passe complètement à côté du problème. Déjà, il faut comprendre une chose essentielle, perdre du poids et perdre du gras, ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu montes sur la balance, tu ne mesures pas uniquement ton gras. Le poids est composé d'eau, de glycogène, de contenu digestif, même si t'es passé aux toilettes avant, de masse musculaire, de masse grasse, d'inflammation, de rétention d'eau. Et ça change absolument tout dans l'interprétation d'une progression. Parce qu'on peut être en train de perdre du gras sans le voir forcément sur la balance, voire même en ayant un poids plus haut. Quand tu démarres un processus de perte, tu ne vas pas forcément voir -1, -2, -3 kilos dans les jours ou les semaines qui arrivent. Le corps humain est beaucoup plus dynamique que ça. Par exemple, une femme stressée, fatiguée, inflammée, avec un mauvais sommeil, peut perdre du gras tout en retenant énormément d'eau. Du coup, sur la balance, elle va rien voir et elle va penser qu'elle stagne. Alors qu'en réalité, sa composition corporelle évolue quand même. Simplement, les résultats sont voilés par son environnement. Et c'est là qu'on touche à un énorme problème du fitness moderne. Les gens utilisent la balance comme un détecteur de gras, alors que ce n'est absolument pas ce qu'elle mesure. La balance mesure ton poids de corps et tout ce qu'il contient. Autre exemple d'ailleurs, pendant le cycle menstruel. Selon la période du cycle, certaines femmes peuvent prendre temporairement 1, 2, voire même 3 kilos d'eau sans avoir pris un seul grammes de gras. Pourtant, sur la balance, les kilos seront bien là. La progestérone, les fluctuations hormonales, le glycogène, l'inflammation et la rétention hydrique modifient énormément le poids. Et pourtant, combien de femmes paniquent immédiatement devant une variation sur la balance? Je suis sûre que même toi qui m'écoutes, tu te sens concerné par cette phrase. Combien vont se dire « ça y est, j'ai tout repris » et il suffit qu'en plus quelques jours avant, il y ait eu un repas au restaurant ou un gâteau mangé et là c'est terminé, on accuse directement ce repas et on culpabilise automatiquement. Alors qu'il s'agit souvent simplement de la physiologie normale du corps. Et honnêtement, ça crée une anxiété énorme autour du corps. Parce qu'aujourd'hui, énormément de personnes vivent dans une hypervigilance permanente. La peur des glucides, la peur des repas au restaurant, l'obsession des calories, la dépendance à la montre connectée, au pas, la culpabilité alimentaire. Certaines personnes ont perdu du poids,
mais complètement au détriment de leur santé mentale. Et ça, on n'en parle pas assez. Ensuite, parlons du fameux déficit calorique. Il est indispensable. Si le corps reçoit plus d'énergie qu'il n'en dépense, sur une période suffisamment longue, je précise, ça ne se joue pas sur 1 ou 2 jours, à ce moment-là, il fera des réserves énergétiques, il va stocker du gras. Mais là où le discours devient dangereux, c'est quand on fait croire que le corps ne s'adapte pas, parce qu'il s'adapte en permanence. Il est fait pour ça, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est sa physiologie. Le métabolisme n'est pas fixe. Quand les calories diminuent fortement pendant longtemps, le corps met en place des mécanismes d'économie d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique ou la thermogénèse adaptative. Plusieurs revues scientifiques ont observé une diminution de la dépense énergétique au-delà de ce qui serait attendu uniquement par la perte de poids elle-même. En d'autres termes, lorsqu'on met en place un déficit trop agressif pendant trop longtemps, il y a une adaptation biologique, logique, qui vient se mettre en place. Le corps cherche en fait simplement à survivre. Donc, quand les apports restent très bas pendant longtemps, la faim augmente, la satiété diminue, la fatigue augmente, les performances chutent, la récupération devient difficile, certaines hormones vont même changer et surtout le corps va chercher par tous les moyens à économiser de l'énergie. Notamment le NEAT va baisser. Et le NEAT, même si on le réduit pour la plupart du temps au nombre de pas par jour, c'est loin de n'être que ça. C'est tous les mouvements que le corps fait inconsciemment. Changer de position, bouger les jambes, avoir de l'énergie la journée, même la vitesse à laquelle on va marcher au quotidien. Tout ça, en fait, va baisser de manière complètement inconsciente, donc faire baisser le NEAT, même si le nombre de pas est identique. Certaines études montrent même qu'après une perte de poids importante, la dépense énergétique peut rester réduite pendant super longtemps. C'est là qu'on arrive du coup à un point fondamental. Une méthode impossible à maintenir n'est pas une bonne méthode. Le corps ne répond pas seulement à un déficit théorique, il répond aussi à ce que vous êtes capable de maintenir sur la durée. Parce qu'un déficit parfait sur le papier mais intenable psychologiquement finit souvent par exploser. Et c'est exactement pour ça que les cycles de restriction-compulsion sont si fréquents. On alterne entre contrôle extrême, fatigue, frustration, craquage, culpabilité, restriction, encore et encore. Et le problème, c'est que plus la restriction devient agressive, plus le cerveau devient obsédé par la nourriture. C'est un mécanisme biologique normal de défense. Le corps a besoin d'énergie pour vivre. Ensuite, parlons des hormones. Parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu incapable de nuances sur ce sujet. Soit on vous dit tout est hormonal, soit les hormones n'ont aucun impact. Les deux sont faux. Les hormones ne créent pas des calories à partir de rien, mais elles influencent énormément la faim, la satiété, l'énergie, le sommeil, la rétention d'eau, la récupération, la dépense énergétique, l'activité spontanée. Le cortisol, par exemple, est devenu le grand méchant des réseaux sociaux. On voit partout, tu ne perds pas à cause du cortisol, c'est pas aussi simple. Le cortisol ne bloque pas magiquement la perte de gras, c'est même une hormone importante et primordiale dans le corps humain. En revanche, un stress chronique peut perturber le sommeil, augmenter les fringales, favoriser les comportements impulsifs, augmenter la rétention d'eau, diminuer la récupération, augmenter la fatigue nerveuse. Et ça peut rendre la perte de gras beaucoup plus difficile à vivre, il est vrai. Parce qu'une femme stressée peut avoir l'impression de gonfler alors qu'elle retient simplement davantage d'eau. Le sommeil joue aussi un rôle énorme. Des études montrent qu'un manque de sommeil augmente la gréline, l'hormone de la faim, et va diminuer en parallèle la leptine, qui est impliquée dans la satiété. Autrement dit, plus on manque de sommeil, plus on a envie de tout bouffer. Point important d'ailleurs, une étude a également montré qu'en situation de restriction calorique, un manque de sommeil pouvait orienter davantage la perte de poids vers la masse musculaire plutôt que vers la masse grasse. Donc, quand quelqu'un dort 5 heures, est stressé, fait énormément de cardio, mange peu, s'entraîne tous les jours et se demande pourquoi le corps résiste, il faut regarder l'ensemble du contexte comme toujours. Petit point métabolique parce que c'est important, le métabolisme ce n'est pas juste ce que vous brûlez au repos. C'est un ensemble qui comprend le métabolisme de base, la digestion,
l'activité physique, l'activité spontanée, la thermogénèse et la récupération. Et plus les restrictions deviennent agressives, plus le corps cherche à économiser de l'énergie. C'est pour ça qu'une personne très active, avec davantage de masse musculaire, peut souvent manger beaucoup plus tout en gardant un physique sec. Et ça nous amène justement à un point essentiel, la masse musculaire. Parce que beaucoup de femmes veulent perdre du gras sans développer du muscle. Et honnêtement, c'est une erreur monumentale. Mais je pense qu'il y a quand même une peur liée à ça. Beaucoup de femmes ont peur de ressembler à un homme parce qu'elles font de la musculation. Mesdames, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'avez pas les hormones masculines. Ça n'arrivera pas. La seule chose qui peut vous arriver en développant votre masse musculaire, à part avoir une meilleure santé, un meilleur métabolisme, c'est avoir un cul magnifique, avoir une shape incroyable. C'est hyper important en tant que femme de développer sa masse musculaire pour maintenant et pour sa longévité. À part cela, la masse musculaire change réellement la donne en matière de perte de gras parce que le muscle va améliorer la sensibilité à l'insuline, ça aide aussi à maintenir un déficit avec davantage de calories, ça protège le métabolisme pendant une perte de poids et ça améliore du coup la composition corporelle. C'est pour ça d'ailleurs que deux personnes au même poids de corps peuvent avoir des physiques totalement différents. Le muscle donne justement cet aspect ferme, athlétique, tonique que beaucoup de femmes recherchent. Alors quand on parle de développer de la masse musculaire chez les femmes, la plupart vont dire « mais je veux juste m'affiner, je veux pas prendre de muscle ». Alors qu'en réalité, le muscle est précisément ce qui crée cet aspect affiné chez la femme. Sans muscle, beaucoup finissent, oui, plus légères, mais visuellement, le corps est plutôt dans le style skinny fat, ce qui est rarement ce qu'on recherche quand on est une femme. Je trouve qu'il est dommage que encore en 2026, on soit obligé de le dire et de le répéter. Il faut arrêter de confondre maigreur et santé, parce qu'un poids bas ne garantit absolument pas un corps en bonne santé. Parce que ces corps maigres cachent souvent de la fatigue chronique, des troubles hormonaux, de l'aménorrhée, une relation toxique à l'alimentation, une obsession corporelle, une anxiété alimentaire et un épuisement nerveux. Et ça, les réseaux sociaux ne le montrent pas, voire très peu. Au final, le vrai objectif ne devrait pas être de devenir la personne qui mange le moins possible. Le vrai objectif, c'est de construire un corps fort, fonctionnel, énergétique, résistant, capable de récupérer, de performer et de maintenir les résultats durablement. Parce que la perte de gras devient toxique quand toute votre vie commence à tourner autour d'elle. Et au fond, le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas que les gens ne connaissent pas les calories. Le problème, c'est qu'ils essaient de perdre du gras contre leur corps, au lieu de construire un corps qui facilite cette perte de gras. À méditer, comme toujours. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura ouvert les yeux sur certaines choses et sur certains fonctionnements physiologiques du corps. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.